Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la scoliose et de ses mythes. En effet, dans nos cabinets de kinésithérapie, d'ostéopathie, on entend toujours les mêmes fausses croyances à propos de la scoliose. Et aujourd'hui, on sait que avoir les mauvaises connaissances à propos d'une pathologie, ça peut favoriser l'installation de douleurs chroniques, d'où cette vidéo aujourd'hui pour vous apporter les bonnes informations. Alors tout d'abord, c'est quoi la scoliose? C'est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Et la scoliose, elle peut avoir plein de caractéristiques différentes. Elle peut être thoracique, lombaire, thoracolombaire. Elle peut être à simple courbure, double courbure, etc. Il faut savoir qu'il y a un critère, mais qui n'est pas le seul, qui est important, c'est l'angle de Cobbs. L'angle de Cobbs, c'est tout simplement l'intersection entre la droite qui passe par la vertèbre la plus supérieure à la scoliose et la droite qui passe par la vertèbre la plus inférieure de cette même scoliose. L'intersection forme le fameux angle de Cobbs et cet angle va déterminer finalement le degré de sévérité de la scoliose. Plus il est élevé, plus la scoliose est considérée comme sévère. Parfois, il y a une cause à la scoliose, dans à peu près 20% des cas. Une cause, par exemple, une maladie neurologique, neuromusculaire, mais dans la grande majorité des cas, la cause n'est pas retrouvée. On parle alors de scoliose idiopathique, qui concerne environ 80% des scolioses. On passe ensemble à nos 5 mythes qui concernent cette déformation vertébrale. Premier mythe, on est persuadé d'être en présence d'une scoliose alors qu'il n'y a pas eu de radiographie effectuée. Ça peut concerner les thérapeutes et ça peut aussi concerner les patients. Parfois, on fait un examen clinique en séance et on est persuadé que le patient a une scoliose. On va parfois même lui dire. Et dans d'autres cas, le patient va se voir face à un miroir, il va avoir une certaine asymétrie au niveau de ses épaules ou de son dos et il va se dire « j'ai une scoliose ». Il faut savoir que parfois, il y a juste une attitude scoliotique, c'est-à-dire une façon de se tenir qui peut nous faire penser qu'on est face à une scoliose alors qu'il n'en est rien. Et puis dans d'autres cas, on a une asymétrie ailleurs dans le corps, par exemple une asymétrie de longueur des membres inférieurs, une bascule du bassin, une asymétrie musculaire, une asymétrie au niveau des ceintures scapulaires, et ça peut vraiment, de par la compensation de la colonne vertébrale, nous évoquer la présence d'une scoliose, alors qu'en réalité, la colonne vertébrale n'a pas du tout de déformation, mais elle s'adapte au déséquilibre environnant du corps. Et ça peut franchement nous faire penser à une scoliose, alors qu'il n'y en a pas. La radiographie va nous permettre de faire ou non le diagnostic et finalement d'évaluer le degré de sévérité avec l'angle de Cobbs que l'on a précédemment évoqué. Donc ça, c'était le premier mythe. Ne pas faire de diagnostic, que ce soit en autodiagnostic de patient ou de thérapeute, lorsqu'on n'a pas réalisé de radiographie. Le deuxième mythe, c'est d'être persuadé que l'on peut corriger ou d'être persuadé que sa scoliose va sans cesse évoluer. On a des patients qui pensent que la scoliose évolue durant toute la vie. Dans la majorité des cas, la scoliose va évoluer durant les périodes de croissance et ensuite elle va être stable. Je dis dans la majorité des cas parce qu'en réalité, il y a plusieurs cas de figure. Vous voyez les images qui s'affichent actuellement à l'écran. Chaque cas de figure est unique. Il y a les scolioses idiopathiques qui ont un angle de Cobbs inférieur à 10 degrés. En réalité, sachez qu'on ne parle pas de scoliose dans ces situations-là. La scoliose idiopathique, c'est un angle qui est supérieur à 10 degrés. On voit parfois des patients qui nous disent « j'ai une scoliose de 6 degrés ». En réalité, non. On parle de scoliose idiopathique à partir de 10 degrés concernant l'angle de Cobbs. Ensuite, il y a les scolioses entre 10 et 30 degrés. On considère que ces scolioses vont évoluer pendant les périodes de croissance et ensuite se stabiliser avec une très faible évolution. Il y a les scolioses entre 30 et 50 degrés. Elles sont déjà beaucoup moins stables et elles peuvent évoluer au-delà de la période de croissance. Et il y a les scolioses beaucoup plus sévères, au-delà de 50 degrés, qui sont beaucoup moins stables et qui ont une forte probabilité d'évolution au-delà des périodes de croissance, donc durant l'âge adulte. Fort heureusement, la grande majorité des scolioses se situe en dessous de 30 degrés. Donc on peut dire d'une façon générale que les scolioses évoluent pendant la période de croissance, se stabilisent ensuite à l'âge adulte, sauf cas exceptionnel des scolioses sévères au-delà de 30 degrés. Et l'instabilité finalement va être un petit peu proportionnelle
à l'angle de Cobbs qui va augmenter. Plus on a un angle de Cobbs qui est important, plus le potentiel d'évolution au-delà des périodes de croissance va être également important. Sachez que du coup, la scoliose va se figer dans la majorité des cas à l'âge adulte, mais en tout cas, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas régresser. Une fois qu'on a une scoliose, on l'a pour toute la vie. Ça nous amène au troisième mythe. Le troisième mythe, c'est il existe des traitements qui permettent de corriger la scoliose. En effet, parfois, on a des patients qui viennent en consultation et qui sont persuadés que l'on va corriger la scoliose. Il faut évoquer les différents traitements pour faire la part des choses dans les différentes thérapies finalement. Il y a globalement le corset pour les scolioses dont l'angle est entre 20 et 40 degrés. L'objectif du corset, ça va être de ralentir autant que possible l'évolution de la scoliose durant les périodes de croissance. Il y a la chirurgie. Eh bien, la chirurgie s'adresse aux scolioses qui sont sévères, très sévères. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte pour l'indication chirurgicale, mais l'objectif, ça va être finalement de corriger autant que possible la scoliose, mais finalement au détriment de la mobilité, puisque la mise en place de matériel de type barre métallique au niveau de la colonne vertébrale va rigidifier cette dernière et du coup on va perdre en mobilité. Mais c'est la seule façon de réellement corriger la scoliose. Ensuite, il y a toutes les thérapies alternatives, ostéopathie, chiropraxie, éthiopathie, etc. Il y a certains thérapeutes qui prétendent corriger les scolioses. Venez plusieurs fois me voir et on va finalement avec les manipulations bouger vos vertèbres, redresser votre dos, etc. Et on voit ce contenu notamment sur les chaînes US où vous voyez des ostéopathes qui, imagerie à l'appui, vont corriger la colonne vertébrale de leurs patients. Il faut savoir que tout ça c'est faux. Il n'y a aucune étude scientifique qui permette de dire que ces thérapies alternatives permettent de corriger la scoliose ou même d'enrayer son évolution. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller consulter son ostéo, son chiro, son éthiopathe lorsque l'on a une scoliose? Non, mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la déformation vertébrale. Peut-être que vous aurez une amélioration de vos symptômes, de votre gêne, de vos contractures, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas y aller dans l'objectif de corriger ou de retarder l'évolution de la scoliose. Qu'en est-il de la kinésithérapie? Eh bien, il y a globalement deux approches. Une approche très spécifique, c'est-à-dire une approche qui va s'adapter à la scoliose de l'individu. En gros, vous pouvez être deux patients avec deux scolioses différentes dans un cabinet et vous allez réaliser des exercices qui sont pratiquement opposés parce que les caractéristiques de vos scolioses ne sont pas du tout les mêmes. Et la deuxième approche, c'est une approche plus globale, générale, qui vise à renforcer, à reconditionner l'individu dans sa globalité, avec par exemple des exercices de gainage, du cardio, etc. Que nous disent les études scientifiques à ce sujet? Eh bien, si on prend toutes les études qui sont disponibles, aujourd'hui, il n'y a pas une méthode qui se démarque de l'autre. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes résultats que ce soit avec l'approche spécifique qu'avec l'approche globale. On va avoir une amélioration de l'individu au niveau de ses symptômes, de sa condition, de son ressenti, mais tout comme les thérapies alternatives, on n'a pas de correction de la scoliose et on n'est pas capable de dire si on a un impact sur l'évolution de cette dernière. Donc la kinésithérapie va améliorer la douleur lorsqu'elle est présente, va améliorer le confort, la condition physique, mais pas la scoliose en tant que telle. Alors, vous allez trouver des travaux sur l'approche spécifique avec, soi-disant, parfois une amélioration de l'angle de Cobbs ou en tout cas un effet sur l'évolution de la scoliose. Il faut savoir que dans ces travaux, il y a beaucoup de biais et que les résultats sont très discutables. Mais d'une façon générale, sur les études qui sont plus fiables, on ne peut pas dire que l'on a un impact en kinésithérapie sur la correction et sur l'évolution de la scoliose. Quatrième mythe, la scoliose génère des maux de dos. Il y a beaucoup de patients qui pensent que le fait d'avoir une scoliose va générer des douleurs au niveau du dos. Il faut savoir qu'il y a des études qui se sont proposées de prendre des groupes de patients dans la population adolescente, c'est-à-dire lorsque la scoliose est en train d'évoluer, et également dans la population adulte, et on a comparé ces groupes de personnes scoliotiques à des groupes témoins qui n'avaient pas de scoliose. On s'est rendu compte que la proportion de personnes qui avaient mal au dos,
ainsi que l'intensité du mal de dos étaient exactement la même. Donc ces études, eh bien en fait, nous ont pas permis de dire que la présence d'une scoliose est un critère à la fois qui va générer une augmentation de la prévalence du maux de dos et également de l'intensité de ce dernier. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que la scoliose génère à chaque fois un mal de dos ou en tout cas va aggraver un mal de dos lorsqu'il est existant. En tout cas, dans ces études pour les scolioses légères à modérées. J'avais proposé un contenu il y a quelques années sur la scoliose et il y a beaucoup de personnes qui étaient montées au créneau en me disant « ça se voit que tu n'as pas une scoliose, tu dis que ça fait pas mal au dos ». En fait, c'est les études qui le disent. Et je voudrais vous apporter à ce propos une précision. Lorsqu'on a mal au dos, souvent c'est qu'il y a une origine multifactorielle. Donc même admettons que la scoliose participe à votre mal de dos. Eh bien, il faut identifier les autres critères qui participent à votre mal de dos. Par exemple, le stress, le manque de sommeil, le manque d'activité physique. Ça peut être le manque de force musculaire. Et une fois que vous avez identifié tous vos critères, il faut vous poser la question sur lesquels est-ce que je peux agir. Je peux agir sur la force musculaire, sur l'activité physique, sur le sommeil, le stress, etc. Peut-être que je ne pourrai pas agir sur la scoliose, mais en tout cas, je vais pouvoir agir sur tous les autres critères. Et ça, c'est important parce que parfois, on se focalise sur quelque chose qui n'est pas forcément validé scientifiquement, comme la scoliose qui génère des maux de dos, et on se focalise uniquement sur ce qui n'est pas modifiable. Ce qui est important et ce qui va être constructif, c'est d'identifier les critères sur lesquels vous allez pouvoir avoir une action et sur lesquels vous allez pouvoir agir efficacement pour ne plus avoir mal au dos. Cinquième mythe, c'est que la scoliose, elle est incompatible avec l'activité physique et avec la performance. Est-ce qu'elle est incompatible avec l'activité physique? Non, non et non. Au contraire, aujourd'hui, eh bien, on recommande de faire de l'activité lorsqu'on a une scoliose. Comme on l'a vu, pas forcément pour corriger la scoliose, pas forcément pour enrayer son évolution, mais pour améliorer sa qualité de vie et pour diminuer la symptomatologie qui est présente, mais qui n'est pas forcément liée à la scoliose elle-même, comme on l'a vu dans le précédent mythe. Est-ce qu'il y a certaines activités physiques qui ne sont pas recommandées? D'une façon globale, non. Vous avez le feu vert pour toutes les activités, à moins que vous ayez des inconforts dans l'une ou l'autre des activités. Dans ce cas-là, ça vaut vraiment la peine de faire le point avec votre kiné et de voir s'il y a des liens entre certaines problématiques au niveau de votre dos et l'activité en question. Je sais qu'il y a certains thérapeutes qui vont déconseiller les activités, par exemple asymétriques, de type tennis. Et ils vont dire « Ah, il ne faut pas réaliser du tennis parce que vous faites une rotation qui finalement va renforcer votre déformation scoliotique. » Il n'en est rien. Si vous n'avez pas de douleur, vous avez le feu vert pour réaliser n'importe quelle activité, sachant qu'on préfère toujours les activités physiques qui sont globales, avec du renforcement, de l'endurance, de l'assouplissement, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication d'une ou d'autre des activités lorsque vous avez une scoliose. Et il y a beaucoup de jeunes athlètes qui se disent « Ah, j'ai une scoliose, du coup, je ne vais pas pouvoir avoir de performance, je ne vais pas pouvoir aller loin dans mon activité de type sportif haut niveau. » Eh bien, je vais vous donner 3 exemples d'athlètes de haut niveau qui ont performé et qui, pourtant, ont une scoliose. Le premier, c'est Lamar Gant, qui est powerlifter, qui a gagné plein de fois le titre de champion du monde et pourtant, il avait une scoliose. La deuxième athlète, c'est une nageuse qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio et il s'agit d'Ashwood Jessica. Et le troisième et dernier athlète que vous connaissez probablement tous, qui a été à un moment donné l'homme le plus rapide du monde, c'est Usain Bolt et il a gagné plein de titres mondiaux, plein de titres olympiques. Donc tout ça, ça vous prouve que l'on peut avoir des performances, on peut être au très haut niveau lorsque l'on a une scoliose légère à modérée. Bien entendu, on ne parle pas des scolioses qui sont très sévères dans ces exemples-là, mais on est quand même dans des scolioses qui sont modérées. Voilà pour cette vidéo, je voulais vous exposer ces 5 mythes parce que parfois, il y a des patients qui se freinent dans les activités, qui pensent que c'est pas bien de faire du sport quand on a une scoliose. Il y a certains jeunes qui se disent qu'ils ne pourront jamais atteindre leurs rêves en termes de performance sportive parce qu'ils ont une scoliose. On est parfois persuadé d'avoir mal au dos parce qu'on a une scoliose.
Et comme on l'a vu, eh bien, si on se persuade que l'on a mal au dos parce qu'on a une scoliose et qu'on sait que cette scoliose, on l'aura toute notre vie, consciemment ou inconsciemment, on va finalement parfois ancrer des douleurs chroniques qui n'ont pas lieu d'être au niveau du dos. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre la scoliose, ses traitements, sa relation avec la douleur, avec le sport, etc. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou même sur un autre sujet, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. J'essaie vraiment d'apporter une réponse à tout le monde. Merci à vous, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!